Ma mère m'a abandonnée à la naissance et n'a jamais regardé en arrière. Aujourd'hui, elle me poursuit en justice pour une partie des 5 millions de dollars d'héritage que m'a laissé ma grand-mère adoptive. Avant d'aller plus loin, puis-je vous demander une petite faveur? Abonnez-vous et partagez d'où vous regardez dans les commentaires. Cela rapproche notre communauté. La lettre recommandée est arrivée un mardi matin. Le genre qui nécessite une signature et qui vous donne des sueurs froides. Je m'appelle Amara Stevens, j'ai 28 ans, et j'ai enterré la seule mère que j'ai jamais connue il y a 3 semaines. Ma grand-mère adoptive, Dorothy Stevens, m'a élevée depuis que j'avais 3 jours, et sa perte a creusé un trou dans ma poitrine qui semblait permanent. Les funérailles ont été modestes, intimes, exactement comme elle l'aurait voulu. J'ai ouvert l'enveloppe d'une main tremblante, m'attendant à d'autres cartes de condoléances ou aux factures finales de l'hospice. Au lieu de cela, j'ai trouvé une assignation en justice. Ma mère biologique, Shanice Monroe, une femme dont je n'avais vu le visage que sur une photo fanée, me poursuivait pour 2,5 millions de dollars. La moitié de mon héritage, la moitié de tout ce que grand-mère Dorothy avait construit au prix de sa vie entière. Qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je murmuré en relisant les mots. Droits parentaux, liens biologiques, droit à une indemnisation pour dommages émotionnels. Le jargon juridique se brouillait tandis que mes mains tremblaient. Je n'avais pas entendu parler de Shanice depuis 28 ans. Pas une carte d'anniversaire, pas un appel pour Noël, rien. Grand-mère Dorothy m'avait raconté l'histoire une fois, la voix serrée par une colère à peine contenue. Shanice m'avait remise à l'hôpital, avait signé les papiers et était partie sans se retourner. Elle disait qu'elle avait des rêves, ma chérie, avait dit grand-mère en me caressant les cheveux. Des rêves qui ne t'incluaient pas. Apparemment, ces rêves incluaient maintenant mon argent. J'ai appelé ma meilleure amie, Tasha. Ma fille, tu es assise? Ai-je demandé quand elle a décroché. Amara, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air. Ma mère biologique me poursuit en justice pour la moitié de l'héritage de grand-mère. La ligne est devenue silencieuse. Puis, elle a fait quoi? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais les chiffres. 5 millions de dollars. Grand-mère Dorothy était une investisseuse immobilière, achetant discrètement des propriétés dans les quartiers émergents d'Atlanta depuis les années 70. Elle avait vécu modestement dans sa maison de Bankhead pendant 50 ans, conduisant sa Honda Civic de 2003 jusqu'à ce qu'elle rende l'âme. Un patrimoine générationnel, ma chérie, disait-elle toujours. C'est ce que nous construisons. L'ironie ne m'échappait pas. La génération pour laquelle elle l'avait construit n'était même pas biologiquement la sienne. À 6 heures du matin, j'étais à ma table de cuisine, entourée de vieux albums photos et de documents que grand-mère m'avait laissés. Il y avait mon certificat d'adoption, signé quand j'avais 6 mois. La signature de Shanice était à peine lisible, précipitée et négligente. Dans la marge, quelqu'un, probablement une assistante sociale, avait écrit « La mère biologique a refusé les droits de visite ». Une rupture nette, c'est une rupture nette. Ces mots me brûlaient comme de l'acide. J'ai trouvé la seule photo que grand-mère avait gardée de Shanice, une jeune femme d'environ 19 ans, avec mes mêmes yeux enfoncés et mes hautes pommettes. Elle riait à quelque chose hors cadre, insouciante et belle. Aucun indice qu'elle venait d'abandonner son bébé. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Amara, c'est ta mère. Nous devrions parler avant que ça ne dégénère. Je sais que tu es blessée, mais tu dois comprendre mon point de vue. Appelle-moi maman. L'audace de ces mots m'a fait bouillir le sang. J'ai bloqué le numéro sans répondre. Tasha est arrivée avec du café et des sandwichs du petit déjeuner de notre endroit préféré sur Cascade Road. Ok, a-t-elle dit en étalant des papiers sur ma table comme une stratège de guerre. Résolvons ça. Tu as un avocat? Pas encore. Les frais funéraires ont pratiquement épuisé mes économies. L'héritage est encore en homologation. Combien as-tu de liquide en ce moment? Peut-être 3000. Le visage de Tasha s'est assombri. Plus. Le lendemain, je suis allée chez grand-mère Dorothy. Ma maison maintenant, techniquement. Le bungalow des années 1950 à Bankhead sentait encore comme elle. Beurre de cacao, nettoyant au pain et la douce fragrance de son parfum préféré. Tout était exactement comme elle l'avait laissé, figé dans le temps comme un musée d'une vie bien vécue. J'avais évité de venir ici,
évitant la finalité de ranger ses affaires. Mais j'avais besoin de réponses, et grand-mère était méticuleuse pour conserver les dossiers. Si des informations sur Chenise existaient, elles seraient dans son bureau. La véranda convertie où elle gérait ses propriétés d'une main de fer et avec une calculatrice plus vieille que moi. Les clés du classeur étaient dans le tiroir de son bureau, exactement où elles avaient toujours été. J'ai ouvert le tiroir étiqueté « Personnel familial » et trouvé un dossier manille avec mon nom dessus. À l'intérieur, les documents attendus, mon bracelet d'hôpital de bébé, mes bulletins scolaires de primaire, une carte de fête des mères que j'avais faite en CE2 avec des macaronis collés sur du carton. Puis j'ai trouvé les lettres. 3 enveloppes, toutes adressées à Dorothy Stevens, toutes de Chenise Monroe, timbrées en 1997, 1998 et 2003. Mes mains tremblaient en ouvrant la première. Madame Stevens, j'ai fait une erreur. Je veux voir Amara. J'ai remis ma vie en ordre maintenant. J'ai un emploi et un appartement. S'il vous plaît, appelez-moi. La deuxième lettre était plus désespérée. Vous ne pouvez pas me l'empêcher de la voir. C'est ma fille. Je vais prendre un avocat. La troisième était furieuse. Très bien, gardez-la, mais ne pensez pas que j'oublierai ça quand elle sera plus grande. Le sang, c'est le sang, et un jour elle saura que vous me l'avez volé. Mon souffle s'est arrêté. Grand-mère n'avait jamais mentionné ces lettres. Jamais dit que Chenise avait essayé de revenir. Un post-it était collé sur la dernière lettre, dans l'écriture soignée de grand-mère. J'ai appelé mon avocat. Chenise s'est présentée chez moi ivre. Ordonnance restrictive de 2004 déposée. Gardez-les pour la sécurité d'Amara. Le cabinet de Sean Henderson était à Buckhead, le genre d'endroit avec des sols en marbre et de l'art abstrait qui coûtait probablement plus que ma voiture. Tasha avait insisté pour venir avec moi, me serrant la main pendant que nous prenions l'ascenseur jusqu'au 14e étage. Mademoiselle Stevens. La réceptionniste a souri chaleureusement. Monsieur Henderson vous attend. Sean Henderson avait la mi-cinquantaine, des tempes grisonnantes et la posture confiante de quelqu'un qui avait gagné plus de procès qu'il n'en avait perdu. Son bureau surplombait Peachtree Street, tout en verre, chrome et pouvoir. Merci de me recevoir si vite, ai-je dit en m'installant dans le fauteuil en cuir face à son immense bureau. Bien sûr. Je suis vraiment désolée pour votre perte. Dorothy était une femme remarquable. Il a sorti un épais dossier. J'ai géré sa planification successorale, donc je connais bien votre situation. Parlez-moi maintenant de ce procès. Je lui ai tendu l'assignation. Il l'a lu en silence, sa mâchoire se crispant à chaque ligne. Incroyable, a-t-il murmuré. Chenise Monroe. Je me souviens d'elle de l'affaire d'ordonnance restrictive en 2004. Vous étiez au courant? C'est moi qui l'ai déposée. Votre grand-mère m'a payé pour m'en occuper personnellement. Il s'est adossé, joignant les doigts en pyramide. Soyons directs, Amara. Ce procès est une fumisterie. Légalement, Chenise a volontairement mis fin à ses droits parentaux. Elle a signé les papiers d'adoption. Selon la loi de Géorgie, elle n'a absolument aucun droit sur votre héritage. Un immense soulagement m'a envahi. Elle ne peut donc pas gagner? Pas une chance en enfer. Mais il a marqué une pause et mon soulagement s'est évaporé. Elle peut vous rendre la vie infernale pendant les 6 à 12 prochains mois. Audience, déposition, honoraires d'avocat. Même combattre un procès sans fondement coûte cher. Combien d'argent avec mes tarifs? Probablement 40 à 60 000 pour aller jusqu'au procès. Ce chiffre m'a frappé comme un coup de poing. Je n'ai pas ça. Je sais que c'est sur ça qu'elle compte. C'est un racket, pur et simple. Contre mon meilleur jugement, j'ai décidé de rencontrer Chenise. Shaun m'avait déconseillé, mais j'avais besoin de la regarder dans les yeux. Besoin de comprendre quel genre de personne poursuit en justice la fille qu'elle a abandonnée. Nous nous sommes rencontrés dans un Starbucks à Midtown, terrain neutre. Je suis arrivé 15 minutes en avance, et commandé un thé vert que je ne pouvais pas boire, et ai surveillé la porte comme un animal de proie guettant les prédateurs. Elle est entrée à 14 heures précises, et je l'ai reconnue instantanément. Nous avions la même démarche, la même façon d'incliner la tête quand incertaine. Mais là où mon visage était doux grâce à l'éducation douce de grand-mère, le sien était dur, marqué par des années de quelque chose que je ne pouvais nommer. Amara,
a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. Tu es si belle. Tu ressembles tellement à ma mère. Ne fais pas ça. Ma voix est sortie plus tranchante que prévu. Ne fais pas comme si tu me connaissais. Le visage de Chenise s'est crispé. Je comprends que tu sois en colère. En colère? Essaie furieuse? Essaie déconcertée. Essaie de te demander quel genre de mère abandonne son bébé et réapparaît 28 ans plus tard avec un procès. J'avais 18 ans. Sa voix s'est élevée, attirant les regards des autres clients. 18 ans, sans argent, sans éducation, sans soutien. Ton père, mon petit ami, s'est enfui dès que je lui ai dit que j'étais enceinte. Ma propre mère m'a mise à la porte. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Ne pas me poursuivre pour de l'argent qui n'a rien à voir avec toi. Cet argent aurait dû être à moi, a-t-elle sifflé en se penchant en avant. Dorothy était la mère de mon petit ami. Elle aurait dû être ma belle-mère. Si Shaun, ton père, n'avait pas été un lâche, s'il m'avait épousée comme il l'avait promis, j'aurais fait partie de cette famille. Cet héritage aurait été le mien par mariage. Les pièces se sont assemblées de manière écœurante. Ce n'est pas du tout à propos de moi. C'est à propos d'argent que tu penses te devoir. Je t'ai donné la vie. Ça doit compter pour quelque chose. Tu m'as donné la vie et m'as abandonné dans le même souffle. La révélation de Chenise sur mon père me hantait. Le nom de mon père était Shaun et il avait été le fils de grand-mère Dorothy. J'avais toujours su que grand-mère n'était pas ma grand-mère biologique. Les papiers d'adoption le précisaient, mais je n'avais jamais compris toute l'histoire. Ce soir-là, je suis retournée au bureau de grand-mère et ai cherché tout ce qui concernait Chas Stevens. J'ai trouvé sa photo de remise de diplôme du lycée en 1995. Un beau garçon avec mon même nez et mon sourire. Derrière, son certificat de décès. Sean Anthony Stevens est décédé le 14 février 1997. Âge 19 ans. Cause, accident de voiture. Il est mort quand j'avais 6 mois. J'ai eu le vertige en tenant le certificat, les mains tremblantes. Mon père était mort depuis presque toute ma vie et grand-mère ne me l'avait jamais dit. Un autre dossier, celui-ci étiqueté Chat Junior. À l'intérieur, des bulletins scolaires, des trophées de basket-ball découpés dans des articles de journaux, et une lettre de l'Université d'État de Géorgie lui offrant une bourse complète. Et puis, tout au fond, je l'ai trouvé, une entrée de journal dans l'écriture de grand-mère, datée de mars 1996. Shaun m'a parlé du bébé aujourd'hui. Il est terrifié, mais il veut bien faire. Il dit qu'il aime Chenise, veut l'épouser après le lycée. Je lui ai dit qu'il était trop jeune, qu'il devait attendre. Chenise est en colère contre moi. Elle pense que j'essaie de les séparer. Peut-être que oui. Elle n'est pas stable. Je le vois dans ses yeux, cette folie. Elle me rappelle Chat Senior avant que l'alcool ne le consume. J'ai peur pour mon garçon. Une autre entrée datée d'août 1996. Shaun a rompu avec Chenise. Il dit qu'elle consomme de la drogue, reste dehors toute la nuit. Le bébé est prévu dans 3 semaines. Je lui ai dit qu'il avait des responsabilités, mais il est lui-même un gamin effrayé. Je ne sais pas quoi faire. La dernière entrée datée du 2 janvier 1997. Chenise a amené le bébé à l'hôpital. 3 jours, à peine 2,7 kg. Elle a dit, elle ne peut pas le faire. Ne peut pas être mère. La déposition était prévue un lundi matin au bureau de Chat Henderson. Chenise est arrivée avec son avocat, un homme à l'allure lisse nommé Trevor Price, spécialisé dans les cas de réconciliation familiale, ce qui signifiait apparemment extorquer de l'argent d'héritage aux enfants adoptés. Je me suis assise en face d'eux à une immense table de conférence, les doigts d'une sténographe judiciaire posés sur sa machine. Sean Henderson était assis à côté de moi, sa présence réconfortante. « Commençons », a dit Price en souriant comme un requin. « Madame Monroe, pouvez-vous décrire votre relation avec votre fille ? J'ai donné naissance à Amara le 2 janvier 1997, a commencé Chenise, sa voix entraînée et fluide. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais j'étais jeune, pauvre et seule. J'ai pris la décision impossible de la placer chez Dorothy Stevens parce que je voulais qu'elle ait une vie meilleure. J'avais envie de crier. Shaun m'a serré la main sous la table et après l'adoption, Price a continué. J'ai essayé de maintenir le contact. J'ai envoyé des lettres, appelé,
Mais Dorothy m'a complètement exclu. Elle a empoisonné Amara contre moi, s'est assurée que je ne pourrais jamais faire partie de la vie de ma propre fille. C'est un mensonge, ai-je dit, incapable de rester silencieuse. Price s'est tournée vers moi, son sourire s'élargissant. Mademoiselle Stevens, vous aurez votre tour maintenant. Mademoiselle Monroe, quand avez-vous appris la mort de Dorothy Stevens? J'ai vu la nécrologie dans l'Atlanta Journal-Constitution. Elle listait Amara comme sa seule bénéficiaire, héritant d'environ 5 millions de dollars en actifs. Les yeux de Chenise ont croisé les miens, et je n'y ai vu aucune chaleur, seulement du calcul. J'ai réalisé alors que Dorothy m'avait exclu de tout. Elle avait pris ma fille et s'était assurée que je ne bénéficierais jamais de la famille qui aurait dû être la mienne. Donc, vous avez intenté un procès. J'ai intenté un procès pour réclamer ce qui m'appartient de droit. Amara n'existerait pas sans moi. Le minimum qu'elle puisse faire est de partager l'héritage. Quelque chose en moi s'est brisé. Le minimum que je puisse faire. Ma voix était glaciale. Le minimum que je puisse faire. Tu veux savoir ce que tu as fait pour moi? Rien. Sean Henderson a essayé de m'arrêter, mais j'en avais assez d'être silencieuse. Tu veux parler de ce qui est dû? J'ai continué en me levant de la table. Parlons-en. Parlons de la varicelle que j'ai eue à 7 ans et comment grand-mère Dorothy est restée éveillée 3 nuits d'affilée à appliquer de la lotion calmante sur mes boutons. Parlons du moment où je me suis cassé le bras en CM2 et où elle a travaillé des doubles shifts pendant 3 mois pour payer les factures médicales parce que son assurance avait expiré. Amara, a commencé Chenise. Je n'ai pas fini. Mes mains tremblaient, mais ma voix était ferme. Parlons de chaque anniversaire, chaque Noël, chaque pièce de théâtre scolaire, chaque chagrin d'amour, chaque triomphe. Grand-mère Dorothy était là pour tout. Où étais-tu? J'essayais de remettre ma vie en ordre pendant 28 ans. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu ne voulais pas de moi. Tu voulais ta liberté. Vivre ta vie sans le fardeau d'un bébé. C'est bien. C'était ton choix. Mais tu ne peux pas revenir maintenant et prétendre qu'on te doit quelque chose. Trevor Price s'est levé. Mademoiselle Stevens, ces explosions émotionnelles ne vous aideront pas. Je n'ai pas de dossier à plaider. J'ai frappé la table de mes mains. C'est elle qui me poursuit. C'est elle qui prétend que m'avoir expulsée de son corps il y a 28 ans lui donne droit à de l'argent qu'elle n'a jamais gagné. D'une femme qui m'a élevée pendant qu'elle était partie faire Dieu sait quoi. Je construisais une vie. Chenise a crié, se levant pour me faire face de l'autre côté de la table. J'étais à l'école, travaillant 2 emplois pour devenir quelqu'un dont tu pourrais être fier. Alors où est ton diplôme? Où est ta carrière? Où est la preuve que tu as passé les 3 dernières décennies à faire autre chose qu'éviter tes responsabilités? Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de Chenise s'est effondré, et pendant un moment, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Ce soir-là, Tasha est arrivée avec de la nourriture thaï et une bouteille de vin. Ma fille, j'ai entendu dire que tu as explosé à cette déposition, a-t-elle dit en s'installant sur mon canapé. Shaun m'a appelé, a dit que tu as fait pleurer la cliente de Trevor Price. Bien. J'ai attaqué mon pad thaï avec férocité. Elle devrait pleurer. Je devrais pleurer. Toute cette affaire est folle. As-tu pensé à un règlement? Lui donner quelque chose pour qu'elle parte tous les jours. Mais Shaun dit que c'est ce qu'elle veut, me terroriser pour que je paie. Il dit que si je le fais, je le regretterai pour toujours. Il a raison. Tasha nous a versé à toutes les 2 de généreux verres de vin. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Mon téléphone a sonné. Un numéro connu. J'ai presque pas répondu, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Amara Stevens. Une voix de femme. Plus âgée, incertaine. Oui. Je m'appelle Patricia Monroe. Je suis la mère de Chenise. Ta grand-mère. J'ai failli lâcher le téléphone. Les yeux de Tasha se sont écarquillés quand j'ai mis sur haut-parleur. Je sais que je n'ai pas le droit de te contacter, a continué Patricia, la voix épaisse d'émotion, mais je devais appeler. Je devais te dire la vérité sur ce qui s'est passé parce que Chenise ment à tout le monde, y compris à elle-même. J'écoute. Quand Chenise est tombée enceinte, je ne l'ai pas mise à la porte. Je l'ai suppliée de rester pour m'aider à t'élever, mais elle consommait de la drogue, de la cocaïne surtout, et traînait avec une mauvaise foule. Elle disparaissait pendant des jours.
Quand tu es né, elle t'a ramené à la maison pour exactement 2 jours. Puis un matin, je me suis réveillée et vous aviez disparu toutes les deux. Peu après, j'ai appris qu'elle t'avait donné à Dorothy Stevens. Ma poitrine s'est serrée. Pourquoi? Parce que Dorothy avait de l'argent et Shanice pensait pouvoir t'utiliser comme levier. Elle a essayé d'extorquer $10 000 à Dorothy. Elle voulait se remettre sur pied. Dorothy a refusé et t'a adopté à la place. Patricia Monroe a accepté de me rencontrer en personne. Elle vivait à College Park dans un complexe d'appartements modestes près de l'aéroport. Quand elle a ouvert sa porte, j'ai vu une version plus âgée de Shanice, mais avec des yeux bienveillants et des mains tremblantes qui m'ont invité à entrer. Merci d'être venue, a-t-elle dit en désignant son salon. Des photos couvraient chaque surface. Des images de Shanice enfant, des portraits scolaires, des rassemblements familiaux, et au milieu de tout ça, une photo de moi bébé, la seule qu'elle avait. J'ai pensé à toi tous les jours pendant 28 ans, a dit Patricia doucement. Je me demandais si tu étais heureuse, si tu étais aimée. Dorothy ne me laissait pas te voir. Elle pensait que j'étais trop proche de Shanice, que je pourrais lui dire où tu étais. Attends, Shanice ne savait pas où j'étais. Pas avant tes 18 ans, quand les dossiers ont été déclassifiés. Même alors, elle n'a pas essayé de te contacter. Pas avant maintenant. Patricia a sorti une boîte en carton. J'ai tout gardé. Toutes les preuves de qui était vraiment Shanice, qui elle est encore. Je pensais que tu en aurais besoin un jour. À l'intérieur de la boîte, des rapports de police, des arrestations pour possession, vol à l'étalage, fraude par chèque, des ordonnances judiciaires pour réhab obligatoire, et le plus accablant, un autre certificat d'adoption. Elle a un autre enfant, ai-je murmuré en fixant le document. Elle a eu un garçon né en 2001. Elle l'a abandonné comme toi. Elle a dit à l'agence d'adoption qu'elle ne pouvait pas s'en occuper. Les yeux de Patricia se sont remplis de larmes. J'ai essayé de l'adopter moi-même, mais j'avais déjà 65 ans et ils ont dit que j'étais trop vieille. Il est allé dans une famille en Alabama. Je ne connais même plus son nom. L'avocat de Shanice est-il au courant? Je ne pense pas. Elle raconte à tout le monde que tu es son enfant unique, que t'abandonner l'a détruite, qu'elle a passé des années à essayer de te récupérer. La voix de Patricia s'est durcie. Ce sont tous des mensonges. Elle fait ça pour l'argent, pur et simple. J'ai sorti mon téléphone et appelé Sean Henderson, les mains tremblantes. J'ai des preuves. Nous devons nous voir maintenant. Sean Henderson a examiné les documents de Patricia avec une satisfaction croissante. C'est exactement ce dont nous avons besoin, a-t-il dit en étalant les rapports de police sur son bureau. Shanice se présente comme une mère dévouée arrachée à son enfant par un système cruel. Cela prouve qu'elle est une abandonneuse en série qui ne s'intéresse qu'à l'argent. Peut-on l'utiliser au tribunal? Absolument. Nous déposerons une motion de rejet pour fraude. Et il a souri méchamment. Je vais la contre-poursuivre pour abus de procédure et détresse émotionnelle. Si elle veut jouer sale, nous l'enterrerons. La déposition suivante a eu lieu 2 semaines plus tard. Cette fois, nous étions préparés. Trevor Price a commencé avec ses questions sympathiques habituelles, laissant Shanice se peindre en victime. Puis Sean s'est levé. Madame Monroe, vous avez témoigné qu'Amara est votre enfant unique, correct? Oui, a dit Shanice avec assurance. Et vous n'avez jamais abandonné un autre enfant à l'adoption. Le visage de Shanice a pâli. Quoi? Sean a fait glisser un document sur la table. Voici un certificat d'adoption pour chat Deshaun Johnson, né de Shanice Renée Monroe le 15 mars 2001. Souhaitez-vous réviser votre témoignage? La pièce est devenue silencieuse. Trevor Price a attrapé le document, son visage s'assombrissant en lisant. Je peux expliquer, a commencé Shanice. S'il vous plaît, a dit Sean froidement. Expliquez comment vous poursuivez Amara pour vous avoir privé d'une relation alors que vous avez volontairement abandonné 2 enfants. Expliquez comment vous réclamez des dommages émotionnels alors que vous n'avez jamais essayé de contacter votre fille en 28 ans malgré que vous saviez exactement où elle était après ses 18 ans. C'est une chasse aux sorcières, a bredouillé Price. C'est la vérité, a riposté Sean. Il a produit une autre pile de papier. 3 arrestations pour possession de drogue entre 1998 et 2005. 2 séjours en réhab ordonnés par le tribunal, que vous n'avez pas terminés.
Une ordonnance restrictive déposée par Dorothy Stevens en 2004 après que vous soyez apparue chez elle ivre et menaçante. Dois-je continuer? Shenice pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Vous ne comprenez pas ce que c'était. Je comprends parfaitement, ai-je dit calmement. Tous les regards se sont tournés vers moi. Vous êtes une escroc. Vous avez escroqué toute votre vie. Votre mère, Sha Henderson, sa mère, vos enfants. Le procès a duré 3 jours. La salle d'audience du comté de Fulton était bondée. Apparemment, notre affaire avait fait les nouvelles locales et les gens étaient fascinés par le drame d'un enfant abandonné poursuivi par sa mère biologique. La juge Carol Williams était une femme noire pragmatique dans la soixantaine qui avait tout vu 2 fois. Elle a écouté le témoignage de Shenice avec une expression de plus en plus sceptique. Vous affirmez avoir été empêché de voir votre fille, a dit la juge Williams en lisant ses notes. Pourtant, vous n'avez jamais demandé de droit de visite, jamais contacté les services à l'enfance, jamais tenté de contester l'adoption légalement. Pourquoi? On m'a dit que je ne pouvais pas, a commencé Shenice. Par qui? Par l'avocat de Dorothy Stevens. Avez-vous consulté votre propre avocat? Je ne pouvais pas me le permettre. La juge Williams semblait peu impressionnée. Madame Monroe, l'aide juridique est disponible pour les affaires de droit familial. Si vous vouliez vraiment voir votre enfant, il y avait des voies disponibles. Vous avez choisi de ne pas les poursuivre. Trevor Price a essayé de sauver la situation. Votre honneur, ma cliente était jeune, effrayée et sans soutien. Elle a fait des erreurs, oui, mais cela n'annule pas son lien biologique avec mademoiselle Stevens ni son droit à hériter. Son droit à hériter? A interrompu la juge Williams. Maître, comprenez-vous comment fonctionne le droit successoral? Madame Monroe a volontairement mis fin à ses droits parentaux selon la loi de Géorgie. Elle n'a pas plus de droit sur l'héritage d'Amara Stevens qu'un inconnu dans la rue. Le sang, c'est le sang, votre honneur. Pas dans mon tribunal. Ce n'est pas le cas. La juge Williams s'est tournée vers Sean Henderson. Monsieur Henderson, j'ai examiné votre contre-plainte. Abus de procédure, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et fraude. Dites-moi pourquoi je ne devrais pas accorder un jugement sommaire en votre faveur dès maintenant. Sean s'est levé, boutonnant sa veste. Votre honneur, Madame Monroe a causé un préjudice incommensurable à ma cliente. Elle a attendu la mort de Dorothy Stevens pour intenter ce procès. Sachant qu'Amara serait en deuil et vulnérable, elle a menti sur son histoire, dissimulé l'existence d'un autre enfant qu'elle a abandonné, et s'est présentée comme une mère dévouée alors que les preuves montrent clairement le contraire. Ce procès n'a jamais été à propos de la famille. C'était à propos d'argent, pur et simple. La juge Williams a hoché la tête lentement. Mademoiselle Stevens, souhaitez-vous vous adresser à la cour? Mes mains tremblaient tandis que je me levais. Votre honneur, ai-je commencé, ma voix plus ferme que je ne l'étais. Je n'ai pas Shenice Monroe. En fait, j'ai pitié d'elle. Mais avoir pitié de quelqu'un ne signifie pas le laisser vous victimiser. J'ai regardé Shenice. Vraiment regardé. Elle pleurait à nouveau, mais je ne ressentais rien. Pas de colère, pas de pitié, juste un vide là où elle aurait dû être. Ma grand-mère, Dorothy Stevens, n'était pas parfaite. Elle était dure, parfois têtue, toujours brutalement honnête. Mais elle m'aimait de tout son être. Elle travaillait 2 emplois pour m'envoyer à l'université. Elle m'a enseigné les intérêts composés quand j'avais 12 ans. Elle m'a montré à quoi ressemble vraiment l'amour inconditionnel. Ma voix s'est brisée, mais j'ai continué. Shenice Monroe m'a donné naissance. Oui, c'est la biologie. Mais Dorothy Stevens a fait de moi qui je suis, cet amour. Et elle m'a laissé son héritage parce qu'elle me faisait confiance pour honorer son legs, pour construire sur ce qu'elle avait créé, pour le transmettre à la génération suivante. Je me suis tournée vers la juge Williams. Ce procès m'a coûté 60 000 $ en honoraires d'avocat. Il a mis la succession en limbo pendant 8 mois. Il m'a forcé à revivre le traumatisme de l'abandon encore et encore. Et pourquoi? Pour qu'une femme qui ne voulait pas de moi puisse essayer de profiter de la mort de ma grand-mère. La salle d'audience était silencieuse. Même la greffière avait arrêté de taper. Je demande à cette cour de rejeter la plainte de Madame Monroe avec préjudice et d'accorder notre contre-plainte en totalité. Non par vengeance,
mais parce que les actions doivent avoir des conséquences. On ne peut pas abandonner un enfant et le poursuivre des décennies plus tard. On ne peut pas instrumentaliser le système judiciaire pour de l'extorsion. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la famille. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la justice. La juge Williams a retiré ses lunettes, les nettoyant lentement. Mademoiselle Stevens, merci pour votre témoignage. Mademoiselle Monroe, je vais être franche avec vous. C'est l'un des procès les plus frivoles que j'ai vus en 30 ans sur le banc. L'avocat de Chenise s'est levé. Votre honneur, si nous pouvions juste nous asseoir, Monsieur Price, la voix de la juge Williams était glaciale. Je rejette cette affaire avec préjudice, ce qui signifie que Madame Monroe ne pourra jamais la redéposer. De plus, j'accorde la contre-plainte. Mademoiselle Monroe, vous êtes condamnée à payer à Mademoiselle Stevens $60 000 en honoraires d'avocat plus $50 000 supplémentaires pour dommages émotionnels. Vous avez 12 mois pour payer ou je saisirai votre salaire. Le visage de Chenise a blanchi. Je n'ai pas ce genre d'argent. Alors vous n'auriez pas dû intenter ce procès. La juge Williams a frappé son marteau. L'audience est levée. 6 mois plus tard, je me tenais dans la véranda de grand-mère Dorothy. Ma véranda maintenant. Regardant le mur où j'avais accroché sa photo. La succession avait enfin été homologuée. Les propriétés étaient à moi. Les investissements étaient à moi. Le legs était à moi. Chenise avait essayé de me contacter 2 fois depuis le procès. Je l'avais bloqué les 2 fois. Patricia Monroe, cependant, était devenue une présence surprenante dans ma vie. Nous nous rencontrions pour déjeuner une fois par mois, partageant des histoires sur Dorothy et naviguant le deuil compliqué d'aimer des personnes brisées. J'avais utilisé $50 000 de l'héritage pour établir le fonds de bourse Dorothy Stevens pour les enfants placés en famille d'accueil poursuivant des études supérieures. Ça semblait juste. Honorer la femme qui m'avait choisi alors qu'elle n'y était pas obligée. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Tasha. Dîner ce soir. J'ai besoin de détails sur ton rencard avec cet avocat canon du cabinet de Sean. J'ai souri, répondant. Il s'appelle Jordan, et oui, il est canon. Et oui, on peut dîner. La vie avançait. Le passé serait toujours là. Chenise, les procès, l'abandon. Mais ça ne me définissait plus. J'étais la petite fille de Dorothy Stevens, fière héritière de sa force, de sa sagesse et de son amour inconditionnel. Et ça valait plus que n'importe quel héritage.